Dubaï n'a pas seulement fermé les yeux, mais les deux yeux sur l'origine de cet or. Vous savez, ces images satellites que l'on voit, de montagnes de cadavres baignant dans leur propre sang. Du sang, oui. Oui. La prise d'Al-Fashoud a placé les RSF dans une position bien plus puissante qu'auparavant. Les RSF sont soutenus par les Émirats Arabes Unis. Je veux dire, y a-t-il des gentils dans cette histoire? Non. La famine est également utilisée comme une arme. Mais l'un des récits que les Émirats Arabes Unis influencent, c'est celui où ils disent qu'ils combattent les SAF comme un proxy des frères musulmans. C'est comme quand les Israéliens disent que c'est le Hamas. Ouais. Aucune des puissances européennes ni les États-Unis n'ont réellement pointé du doigt les Émirats Arabes Unis de façon ouverte, malgré le fait que les preuves existent. Je pense qu'on l'a appelé la guerre oubliée à bien des égards parce que il se passe l'Ukraine et Gaza et... Eh bien, les atrocités qui sont commises ne sont pas seulement sadiques, mais elles sont aussi, c'est très personnel. C'est une proximité directe entre les civils et ces combattants où des atrocités sont commises contre des enfants et des femmes devant, vous savez, toute leur famille. Voici un pays qui a développé une puissance et une influence immense dans le monde. Pourquoi n'utilise-t-il pas cela pour faire quelque chose de bien ? Dr Andreas Krieg, bienvenue sur The Thinking Muslim. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci de m'avoir invité à nouveau. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, je veux vous parler du Soudan. Je veux dire, la situation est très précaire au Soudan. Et vous savez, nous avons vu des scènes horribles à Al-Fashir et dans d'autres endroits du Soudan. Et il semble que ce conflit civil, si l'on peut l'appeler ainsi, ou ce conflit entre deux hommes militaires, n'ait tout simplement pas de fin. Et la pression que cela exerce sur les Soudanais ordinaires est vraiment déchirante. Je pense donc qu'on l'a qualifié de guerre oubliée à bien des égards, parce que l'Ukraine et Gaza occupent l'actualité. Et pour une raison ou une autre, nous n'avons tout simplement pas assez parlé du Soudan. Et aujourd'hui, nous voulons corriger cela un peu dans cette émission. Et je sais que tu en as beaucoup parlé, et tu as écrit sur les différentes factions, en particulier sur la relation entre les Émirats Arabes Unis et l'une de ces factions, les RSF, dirigées par le général Hemeti. Et j'aimerais en parler du rôle des Émirats Arabes Unis, mais prenons peut-être un peu de recul. Commençons par le contexte. Il s'agit en fait d'un conflit entre deux généraux. Vous avez le général Burhan Dessaf et puis le général Hemeti de la force irrégulière RSF. Parlez-nous un peu de ces deux individus, car ils étaient autrefois alliés. Pourquoi se sont-ils brouillés? Et pourquoi cela a-t-il mené à ce conflit catastrophique à travers le Soudan? Un conflit atroce, vraiment, si l'on regarde les photos et les images qui sont sorties d'Al-Fashir. Donc, la question est de savoir jusqu'où vous voulez remonter, mais en général, les médias présentent cela comme un conflit binaire entre les RSF et les SAF. Oui, c'est le cas. C'est un peu plus complexe que cela parce que aucun de ces deux acteurs n'est, vous savez, une hiérarchie qui se rallie simplement autour d'un seul leader. Je veux dire, ce sont en quelque sorte des entités hétérarchiques où l'on retrouve toutes sortes de milices différentes, d'acteurs non étatiques ou paramilitaires. Et en gros, ce sont deux réseaux qui s'affrontent, où des milices et des brigades se battent au sein d'une même sphère d'influence, l'une étant centrée autour de la famille Hemeti, ce chef de guerre qui dirige les RSF, et l'autre s'articule autour des SAF, qui représentent l'armée régulière, mais qui, elle aussi, collabore avec des groupes paramilitaires et constitue un vestige de l'ancien régime d'Omar el-Béchir, une sorte d'armée régulière de l'époque. Ces deux groupes s'affrontent depuis 2 ans et demi, depuis avril 2023. Mais il ne faut pas oublier que pendant longtemps, ils ont travaillé ensemble. Oui. Et donc, ils font vraiment partie du même problème, parce que ce que le peuple soudanais voulait lors de la révolution de 2018 à 2019, c'était en quelque sorte se débarrasser d'une dictature, celle de Béchir, et la remplacer par une forme de gouvernement civil. Et cela n'est jamais vraiment arrivé. Ce à quoi nous avons abouti, c'est, vous savez, une sorte de pseudo-gouvernement civil pendant 1 an ou 2, avec une façade civile. Mais en réalité, nous sommes passés de cette dictature militaro-islamiste d'Omar el-Béchir à une dictature militaire dirigée par les SAF et les RSF qui contrôlent réellement tous les leviers du pouvoir et, évidemment, détiennent le monopole de la violence dans le pays depuis de nombreuses années. Et ils ont organisé un coup d'État en 2021 contre la façade civile de
Ce gouvernement de transition a en réalité instauré une dictature militaire et donc les deux en faisaient partie, les deux coopéraient. N'est-ce pas? Mais avec le temps, les SAF, qui étaient évidemment, entre guillemets, l'armée régulière, voulaient que les paramilitaires des RSF s'intègrent dans leur chaîne de commandement et Imeti, au sein des RSF, a catégoriquement refusé. Aussi parce que Imeti est devenu un acteur bien plus puissant que le simple statut de chef de guerre. Il est aussi un acteur économique majeur, milliardaire, disposant de fonds considérables et d'un accès à des ressources dans le sud du Soudan, ce qui le rend extrêmement puissant. Et donc, il a refusé de le faire. Et ce refus de s'intégrer entre 2021 et 2023 a vraiment conduit à l'éclatement de la guerre civile actuelle où les RSF ont tenté de s'emparer du pouvoir, de capturer Khartoum ou d'essayer de prendre le contrôle du gouvernement. Ils ont échoué ou ont finalement été repoussés par les SAF, mais c'est une impasse. Aucun des deux camps ne l'emporte. Je veux dire, c'est un peu comme la Première Guerre mondiale et le champ de bataille européen où une année ou un mois, ce sont les SAF qui lancent une offensive et gagnent du terrain sur l'autre camp. Et puis le mois suivant, ce sont les RSF qui reprennent ce territoire. Et évidemment, dernièrement, la prise d'Al-Farsha a clairement permis aux RSF ou a placé les RSF dans une position bien plus puissante qu'auparavant. Mais nous sommes essentiellement dans cette impasse en ce moment où les RSF ont dernièrement gagné du terrain. Mais ils sont loin d'être assez puissants pour remporter ce conflit et prendre le contrôle de Khartoum. De même, les SAF ne sont pas assez puissants pour vraiment reprendre le Darfour au RSF. Donc nous sommes maintenant dans cette impasse. Il s'agit donc d'un conflit entre deux généraux qui, autrefois, entretenaient des relations chaleureuses, étaient alliés et ont bien sûr travaillé sous la dictature d'Omar el-Béchir. Ils se sont opposés, disais-tu, au pouvoir civil de bien des manières, au gouvernement civil. Les cris de la révolution ont été réduits à néant par ces deux hommes de l'armée. Donc, je suppose que, vous savez, on a souvent tendance à caractériser ce conflit de manière très binaire. Vous savez, les FSR ont été soutenus par les Émirats arabes unis, dont nous allons parler, et ce sont les méchants et Burhan serait le gentil. Y a-t-il des gentils dans cette histoire? Je veux dire, peut-être que les SAF sont le moindre mal, si l'on peut dire, mais c'est, vous savez, pour un Soudanais qui souhaite un gouvernement civil, c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Aucune des deux parties ne vous offrira cela. Mais je pense que ce qui distingue vraiment les FSR, ce sont les atrocités qu'ils ont commises et le fait qu'ils sont clairement issus des Janjaouides génocidaires qui ont été accusés de génocide au Darfour au début des années 2000, notamment en 2003. Oui, alors expliquez-moi cela. Le général Hemeti dirigeait autrefois ces milices Janjaouides et elles ont été accusées par toutes sortes d'organismes, d'instances internationales, de personnes crédibles au Soudan, d'avoir commis d'horribles atrocités au Darfour, principalement contre des chrétiens soudanais. Expliquez-moi simplement cette dynamique. Pourquoi Omar el-Béchir, l'ancien dictateur, pourquoi avait-il besoin de ces forces irrégulières alors qu'il avait les SAF, alors qu'il avait l'armée régulière? Donc, le Soudan est, vous savez, si vous regardez la frontière du Soudan, encore une fois, c'est l'un de ces cas où les Britanniques et les puissances coloniales ont tracé la carte et dessiné les frontières. Et donc, il y a un groupe très diversifié de personnes vivant à l'intérieur des frontières du Soudan, certains étant chrétiens, d'autres musulmans, certains appartenant à différentes tribus qui sont de nature transnationale, certains vivant du côté soudanais, d'autres du côté tchadien. Il existe un problème entre ce qu'on appelle les Soudanais arabes et les Soudanais noirs africains. Généralement, cela correspond aussi à la distinction entre chrétiens et musulmans. Mais c'était avant tout un conflit raciste et ethnique au début des années 2000. Et Omar el-Béchir considérait les rebelles qui demandaient plus de pouvoir, plus d'influence ou plus d'autonomie au Darfour au début des années 2000. Il les voyait comme des ennemis du régime et il avait besoin de quelqu'un pour réprimer, pas de façon, vous savez, il ne voulait pas entrer en négociation. L'intention était d'exterminer la rébellion et sous le prétexte de combattre cette rébellion et de mener une contre-insurrection, ils ont commis toutes sortes d'atrocités contre la population sur le terrain et évidemment les RSF n'existaient pas à l'époque, mais ils ont utilisé ces combattants musulmans soudanais, les Janjaouides, ce qui signifie
combattants à cheval pour réprimer cette rébellion et aussi, en quelque sorte, imposer leur autorité. Des actes de représailles ont également été commis contre la population civile, où l'on a vu toutes sortes de massacres perpétrés. Cela a mené à l'une des rares occasions où un dirigeant occidental est réellement intervenu pour qualifier ces atrocités de ce qu'elles sont, un génocide. Et en fait, c'était à l'époque. C'est le secrétaire d'État américain Powell qui a qualifié de génocide sous l'administration Bush. Et la plupart des gens ignoraient ce qui se passait parce que l'Irak et l'Afghanistan accaparaient l'attention et cela a été oublié. Mais les Janjaouides étaient, vous savez, accusés, et il existe de nombreuses preuves, de crimes de guerre et d'une campagne génocidaire d'extermination contre ces Soudanais majoritairement chrétiens, noirs et africains. Ainsi, la milice Janjaweed est devenue en quelque sorte un instrument de répression déniable du régime de Béchir. Parce qu'ils n'étaient pas des forces régulières. Ils n'étaient pas des forces régulières. Donc une négation plausible. Béchir disait « Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas », alors qu'il était pourtant évident qu'ils étaient très puissants. Et Hamid est un chef de guerre très puissant au sein des Janjaweed à l'époque, mais il n'est pas le seul. Avec le temps, d'autres émergent, mais lui devient progressivement un leader de plus en plus puissant, presque omnipotent, au sein des Janjaweed, qui deviennent ensuite une force paramilitaire après. Pour ce qu'ils ont fait au Darfour pour le régime, ils sont récompensés en devenant une force paramilitaire officieuse au sein du régime de Béchir. Donc, la brutalité des forces de Hamidi, vous savez, la milice Janjaweed qui s'est transformée en cette force RSF qui a été créée, cette brutalité demeure. Je veux dire, nous avons vu des scènes horribles à Al-Fashir. Expliquer simplement ce qui s'est passé à Al-Fashir et, je suppose, parler un peu de l'importance stratégique de cette ville. Pourquoi cette scène est-elle considérée comme un gain majeur pour les forces RSF? Non. C'est sûr que c'est une ville très assiégée depuis un certain temps. Elle est assiégée depuis très nombreux mois. Vous savez, la famine est également utilisée comme une arme. Mais les SAF ont réussi à tenir bon parce que si vous regardez la carte du Soudan, vous pouvez voir que c'est un point d'étranglement très stratégique entre le Darfour et le corridor sud du Soudan, là où se trouvent la plupart des ressources, en particulier une grande partie du pétrole. Donc si vous voulez contrôler le Darfour en particulier, et c'est finalement ce que le RSF cherche à accomplir dans un premier temps, s'implanter au Darfour et s'assurer que les SAF ne puissent pas reprendre ce territoire. Et si vous voulez contrôler le Darfour, Al-Fashir est en quelque sorte l'un de ces points d'étranglement clés qu'il faut absolument tenir et défendre si vous voulez garder le Darfour. Et si vous vouliez ensuite vous projeter dans le bassin riche en ressources à l'est et potentiellement même remonter vers le nord en direction de Khartoum, il vous faut prendre Al-Fashir. C'est donc un moment très crucial, si l'on peut dire, pour reconquérir l'ensemble du Darfour et potentiellement préparer une offensive plus vaste vers l'Est et le Nord. D'accord, très bien. Et nous avons remarqué que beaucoup de combattants du RSF ont tendance à se filmer en train de commettre ces atrocités. Il y a donc une forme d'impunité à ce niveau-là. Comme quoi, pourquoi y a-t-il une telle impunité? Pourquoi ne voient-ils pas de problème d'un point de vue, disons, de soft power avec leurs actions et la manière dont ils mènent et poursuivent ce conflit? Eh bien, les atrocités qui sont commises ne sont pas seulement sadiques, mais elles sont aussi très... Vous savez, c'est différent d'un conflit de guerre à distance comme on le voit à Gaza, où quelqu'un appuie sur un bouton et largue une bombe. Là, c'est très personnel, il y a une proximité directe entre les civils et ces combattants, où des atrocités sont commises contre des enfants et des femmes devant toute la famille. Vous voyez ces images satellites que nous voyons, de montagnes de cadavres baignant dans leur propre sang. Oui. Oui, absolument atroce. Et c'est vraiment, vous savez, ce genre d'approche barbare est célébré comme une forme de virilité, une démonstration de force par ces milices qui, en gros, se vantent et disent « Regardez ce que nous faisons et nous viendrons aussi pour vous ». C'est un acte, il y a un certain élément de dissuasion là-dedans qui consiste à dire « Vous feriez mieux d'arrêter, sinon voilà ce que nous allons vous faire ». Et cet élément dissuasif fait partie de ce nettoyage ethnique. Et cela relie en quelque sorte ce conflit actuel à ce qui s'est passé en 2003 où il y avait clairement une campagne pour chasser, vous savez, les chrétiens et les Africains noirs.
Et certaines tribus qui ne s'alignent pas avec Hemeti les repoussaient hors du Darfour vers le sud ou ailleurs, dans ce cas probablement vers l'est. Parce que cette forme de dissuasion fait partie du nettoyage ethnique, n'est-ce pas? Et cela doit être propagé de cette manière pour montrer que c'est quelque chose qui pourrait arriver à quiconque se met en travers du chemin des RSF. Maintenant, Andrés, tu es quelqu'un qui a étudié et recherché le rôle des Émirats arabes unis dans de nombreux conflits à travers le monde et la manière dont les Émirats se comportent à travers ces organisations de l'ombre, ces organisations intermédiaires qui aident à financer, créer et développer ces forces paramilitaires en Libye, en Somalie et ailleurs. Concentrons-nous sur les Émirats arabes unis et leur relation avec cette force RSF. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, autant que je le sache, les Émirats arabes unis jureront n'avoir aucune relation avec le RSF. Vous savez comment on pourrait répondre à de telles affirmations? Oui, le discours dominant est qu'il n'y a pas de relation avec le RSF. Les Émirats arabes unis affirment vouloir un gouvernement civil. Ils disent vouloir un Soudan inclusif, etc. Mais cela fait partie de l'approche à double visage, généreuse en apparence, que les Émiratis adoptent dans nombre de ces conflits, où le secteur officiel de la gouvernance, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et de la Défense à Abu Dhabi, suit plus ou moins la même ligne que la plupart des autres pays de cette région, avec des engagements très formels, des démarches diplomatiques, en collaborant avec l'ONU. Ils l'ont fait au Yémen et en Libye. Mais ensuite, sous la table, ce qui constitue en réalité la forme de gouvernance la plus profonde et stratégiquement pertinente qu'ils utilisent, ce sont ces réseaux privés d'entités, principalement des entités corporatives, qui sont directement alignés avec le cercle restreint du pouvoir à Abu Dhabi, que je décrirai comme les Bani Fatima, ces trois frères autour de Mohamed Zayed, qui sont les fils de l'épouse de Zayed, Fatima, et les réseaux qu'ils entretiennent avec ces immenses pôles financés par des fonds souverains en action sont extrêmement déterminants pour établir des relations avec ces acteurs non étatiques, les soutenir logistiquement, les aider à acheminer des matières premières, disons, d'Afrique vers Dubaï et à blanchir cet argent. Dans ce cas, il s'agit principalement d'or et aussi de transformer cet argent liquide en une chaîne de valeur qui peut servir à acheter tout type de soutien dont ils ont besoin. Donc la logistique est importante. Les sociétés de négoce de matières premières sont importantes. Les sociétés militaires et de sécurité privée, beaucoup de mercenaires soutiennent les RSF. Certains mercenaires venaient nommer des Émirats arabes unis ou étaient employés par des entreprises émiraties. Donc, encore une fois, ce n'est pas une coïncidence. Et donc, les Émirats arabes unis ont vraiment réussi à dynamiser leurs moyens habituels de diplomatie grâce à ce type de réseau informel. Cela permet à ce petit État, rappelez-vous que les Émirats arabes unis comptent 1 million de citoyens, d'avoir la capacité d'utiliser l'ensemble du spectre de la diplomatie d'État nécessaire pour soutenir un effort de guerre comme celui-ci au Soudan, avec les FSR jouant ici le rôle de principal intermédiaire. Mais comment répondez-vous à l'accusation selon laquelle ils disent « Vous savez, nous n'avons aucune relation avec les FSR ». Donc, c'est plausiblement niable. Donc, si vous utilisez ce genre de réseau, il y a toujours 1 ou 2 degrés de dissociation entre ce qui se passe sur le terrain et Abu Dhabi, vous savez, et le centre du pouvoir à Abu Dhabi. La relation existe et elle est facilement traçable, mais elle reste néanmoins plausiblement niable. Quand vous avez un avion rempli d'armes qui est acheminé au Tchad, par exemple, où vous savez, la moitié ou un tiers de l'avion est de l'aide humanitaire, les Émirats arabes unis restent un donateur d'aide humanitaire, un acteur très important au Soudan. Donc, ils acheminent de l'aide humanitaire et les 2 tiers, voire plus, de l'avion sont du matériel militaire et un soutien militaire pour les FSR. Comment le savons-nous? Voilà, il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui ont été sur le terrain, dont certains très réputés. Ce ne sont pas des sortes de théories du complot. Cela a été bien documenté dans le New York Times. Mais aussi beaucoup de... vous savez, je travaille dans le domaine de la due diligence également, en analysant ces risques géopolitiques sur le terrain. Et si vous vous connectez à ces réseaux sur le terrain, qui travaillent par exemple dans certains de ces aéroports ou avec certaines de ces entreprises, il existe des images, des photos
qui ont été prises, ce ne sont pas des rumeurs. Il y a des preuves solides. Nous avons le panel d'experts de l'ONU sur le Soudan, qui a également vraiment analysé ces liens et montré comment ces armes entrent dans le pays. Tout cela est donc très bien documenté. Et donc, vous savez, quand les Émirats arabes unis disent « Oh, nous n'avons aucune relation », il se peut que, vous savez, le ministère des Affaires étrangères n'ait pas de relation avec les RSF, bien que cela soit aussi discutable. Mais ce sont certainement ces réseaux informels qui en ont une. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que les Émirats arabes unis ont joué un rôle déterminant en 2019, après la révolution, en approchant à la fois Bourhan et Hemeti, et en les utilisant tous les deux comme leurs pions afin de contrôler à l'époque avec l'Arabie saoudite. Pour bâtir cette dictature militaire effondrée en 2023, avant la guerre civile. Cette relation avec Hemeti remonte à cette période, et c'est un autre aspect important à aborder. Cela remonte au début des années 2010, lorsque Hemeti émerge comme un acteur très très puissant au sein des Janjaweed, puissant au sein des RSF, mais il devient aussi une sorte d'homme d'affaires très important. Je veux dire, il s'empare de ces mines d'or à l'automne. Il devient un acteur majeur dans le commerce de l'or. Et où amène-t-il son or? Il n'y a pas d'autre véritable plaque tournante mondiale que Dubaï. Et Dubaï a toujours fermé les yeux, vous savez, non seulement un œil, mais les deux yeux sur l'origine de cet or, d'où il vient, et sur la façon dont il peut transformer cet or, le blanchir à Dubaï. Cela aussi est bien documenté. Ainsi, on estime que la famille Hemeti vaut aujourd'hui des milliards de dollars. Cet argent, la plupart, se trouve aux Émirats arabes unis, car les banques des Émirats sont assez ouvertes à l'idée de garder l'argent de n'importe qui. Et Hemeti est capable d'accéder à cet argent et d'acheter tout ce dont il a besoin pour les RSF. C'est un aspect, et ça c'est le côté économique. Sur le plan militaire, ce qui est également important, c'est qu'Hemeti devient mercenaire en 2015. Où il déclare ne plus se battre uniquement au Darfour, mais propose les services des RSF, les services des Janjaweed aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite. Pour combattre pour eux en tant que force supplétive ou mandataire au Yémen. Beaucoup de combattants des RSF partent se battre au Yémen, puis reviennent avec de l'argent, des armes et de l'équipement qu'ils ramènent au Darfour. Cette relation entre Hemeti et les Émirats arabes unis est antérieure à ce conflit actuel. Elle est même antérieure à l'implication de 2019, lorsque les Émiratis deviennent un acteur majeur dans la construction de cette dictature militaire. Cela remonte, comme je l'ai dit, à la guerre de 2015 au Yémen, où ils ont travaillé très étroitement avec les Émiratis, mais aussi au commerce de l'or, qui a vraiment explosé en 2017, après qu'il y ait eu une sorte de coup interne chez les Janjaweed. Et Hemeti s'impose alors comme l'acteur le plus puissant au sein des Janjaweed et des RSF, s'empare de toutes les mines d'or du Darfour et utilise les Émirats arabes unis comme juridiction pour blanchir cet or. On voit son frère créer des entreprises désormais répertoriées par le Trésor américain et sanctionnées aux Émirats arabes unis pour faciliter ce commerce illicite. Il y a donc quelques pistes que j'aimerais explorer, mais parlons de la motivation. Pourquoi les Émirats arabes unis restent-ils ce grand acteur au Soudan et financent-ils les RSF? Vous avez un peu parlé de l'or. Est-ce là l'intérêt? L'intérêt, c'est la richesse minérale? C'est un aspect, si l'on regarde les campagnes narratives, les Émirats arabes unis font un mauvais travail et on ne peut pas, je dis d'un point de vue relations publiques, on ne peut pas polir une merde. Vous savez, si vous essayez en quelque sorte de blanchir les RSF, c'est impossible après les atrocités qui ont été commises. Mais l'un des récits que les Émirats arabes unis influencent et que les bots diffusent en ce moment, c'est celui où, d'une part, ils affirment qu'ils combattent les SAF en tant que proxy des frères musulmans. C'est un peu ça, vous voyez. La phrase toute faite que les Émirats arabes unis utilisent tout le temps ressemble un peu à la façon dont les Israéliens disent « celui-ci est Hamas et celui-là aussi ». Donc, ce que font les Émiratis et leur réseau, c'est qu'ils disent « oh, celui-ci est frère musulman, celui-là aussi », même à propos de personnes qui ne sont même pas musulmanes. Mais le récit actuel au Soudan, c'est que les SAF sont une entité
alignés sur les frères musulmans. Ce qui est vrai, cependant, c'est qu'il existe certains réseaux islamistes de l'époque de Bachir qui sont encore dans la sphère d'influence des SAF, si l'on peut dire, et qui les soutiennent. Mais dire que Burhan est un frère musulman ou que les SAF sont une entité des frères musulmans est tout simplement factuellement faux. Mais il existe ce récit, cet élément fondé sur des valeurs. Nous sommes ici parce que nous luttons les islamistes. C'est ça. Donc, je pense que c'est un prétexte, mais c'en est un qui persiste, surtout quand on considère à quel point les Émirats arabes unis sont obsédés par les frères musulmans. Cette notion, c'est-à-dire, c'est une paranoïa qui n'est plus rationnellement explicable. Et cela a été poussé à l'absurde parce que cela ridiculise complètement toute déclaration faite par les Émiratis. Cela reste néanmoins un aspect que nous ne devrions pas complètement négliger. Mais je dirais que la chose la plus importante pour eux au Soudan est vraiment d'ordre géostratégique, géopolitique et géoéconomique. Donc il s'agit du Soudan en tant que centre dans un système régional, un point d'étranglement stratégique pour accéder à la Corne de l'Afrique. Premièrement, il faut dire qu'il a un accès à la mer Rouge. Le port de Soudan, Port Soudan, est un port très important et les Émiratis ont même un protocole d'accord pour construire un autre port à côté. Et donc tout cela faisait partie, tout cela est devenu, vous savez, une partie de leur politique pendant cette période intérimaire après la Révolution jusqu'à entre la Révolution et le moment où les SAF et les RSF se sont consolidés. Les Émiratis voulaient avoir accès à ces corridors logistiques qui relient le Soudan à la Libye. Encore une fois, il faut se rappeler que pour les Émiratis, une grande partie du printemps arabe et de leur contre-révolution commence en Libye. La Libye est la première tête de pont établie pour accéder à l'Afrique. Ce corridor est important. Il mène directement au Soudan. Il relie vers le sud. Le Soudan se connecte au Tchad, où les Émiratis ont des intérêts, et à l'Afrique subsaharienne jusqu'en Ouganda, où ils ont aussi des intérêts. Cela mène à l'Éthiopie, où les Émiratis ont des intérêts et ont soutenu le gouvernement d'Abiy. Et c'est aussi une autre étape depuis la Somalie, où il pourrait désormais y avoir un réseau logistique entre la Somalie et le Soudan. Et puis, vous savez, le pétrole est très important. Les Chinois possèdent un grand oléoduc qui va du sud du Soudan jusqu'à la côte de la mer Rouge et une grande partie de la richesse pétrolière de la région du Darfour est contrôlée par les Chinois. Ainsi, les Émiratis veulent être ce genre de gardien plus grand que nature, si vous voulez, au Soudan, en disant que si les Chinois veulent faire des affaires là-bas, ils doivent passer par nous. Quiconque souhaite aller dans le sud du Soudan ou au Darfour doit s'adresser à nous, car nous contrôlons les RSF. Et c'est là l'élément géopolitique où ils affirment avoir accès à des biens immobiliers et à des ressources stratégiques, où toute personne souhaitant y avoir accès doit passer par nous. Et ils sont en quelque sorte en train de marchander cela. Et le but ultime de tout cela, c'est que malgré le fait que le monde entier soit contre les RSF, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole en faveur des RSF, à part les Émirats arabes unis. Personne n'oserait faire cela. Quelques influenceurs émiratis. Eh bien, à part, oui, peut-être que si vous êtes payé par les Émirats ou que vous êtes émirati, c'est peut-être ce que vous feriez. Mais en réalité, personne ne le fait vraiment. Mais malgré tout, la plupart des gens ont compris qu'il fallait parler avec les Émirats. Même si vous êtes absolument en désaccord de façon fondamentale avec ce qu'ils font à Dubaï, parce qu'ils sont devenus indispensables maintenant. Ils se sont rendus indispensables dans cette zone du monde qui est stratégiquement très critique, et cela fait aussi partie de leurs intérêts. Ils veulent être, vous savez, ils disent toujours qu'il faut appeler le plus 971 qui est leur indicatif téléphonique si vous voulez faire quoi que ce soit en Libye, au Soudan, en Somalie ou au Yémen. Et c'est vrai. Ils sont les plus grands, ils ne sont pas les seuls acteurs, mais ils sont les plus importants. Dans cette réponse, vous avez commencé par l'aspect idéologique. Et parfois, nous n'en parlons pas assez. Il me semble que les Émirats arabes unis sont responsables de l'échec de toute forme de gouvernement civil, de pouvoir civil dans la région, pas seulement au Soudan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Croient-ils vraiment que s'il y a un véritable pouvoir civil, il y aura alors une dimension islamiste à cela? Est-ce que c'est la considération là-bas? L'épouvantail islamiste est une expression fourre-tout désignant la société civile. Ils ont peur des islamistes, mais de la société civile.
Et évidemment, la société civile dans cette partie du monde est souvent majoritairement musulmane et parfois islamiste, si l'on veut. Oui, et les Émiratis ont peur de la rue arabe à cet égard. Ainsi, la crainte était qu'en 2018-2019, pendant la Révolution, si l'on donnait le droit de vote au peuple, il pourrait voter pour des partis qui se situent sur le spectre islamiste, si l'on veut. Et ils sont incontrôlables, ils répondent au peuple. Ils ne s'articulent pas autour d'un point de contact unique. Les Émiratis aiment avoir un point de contact, quelqu'un à appeler pour régler quelque chose, comme les Haftar de ce monde. Ils veulent quelque chose en Libye, ils appellent à ce type, et il peut le réaliser. Des hommes forts. Oui, il te faut un homme fort, et généralement un homme fort en uniforme qui considère la hiérarchie comme préférable à un homme fort civil. Ils recherchent donc des personnes en uniforme capables d'incarner ce rôle d'homme fort. Autrement dit, vous avez mentionné une fois de plus que les Émirats arabes unis ont subi un certain revers en raison de leur relation avec les RSF. Et je pense que sur les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels, il y a maintenant un lien très clair qui a été établi entre les Émirats arabes unis et les RSF. Et les atrocités commises par les RSF, bien sûr, sapent réellement le pouvoir culturel, disons, que Dubaï et Abu Dhabi ont développé au cours des 2 dernières décennies. Dans quelle mesure pensez-vous qu'ils en tiennent compte? Parce qu'il me semble qu'ils redoublent d'efforts non seulement sur leur capacité à nier, mais aussi, vous savez, j'ai l'impression qu'ils estiment qu'il y a plus à gagner, je soupçonne, avec Hemeti que de couper ces liens. C'est intéressant, n'est-ce pas? Les Émirats arabes unis sont une tendance. J'écris un livre sur la culture stratégique dans cette région, et il y a quelque chose concernant la culture stratégique d'Abu Dhabi qu'il faut comprendre. Et c'est principalement la culture stratégique de Mohammed Ben Zayed. C'est un homme très transactionnel, très machiavélique, quelqu'un issu du milieu militaire, quelqu'un qui a tendance à s'entêter, à ne pas reculer. Parfois, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes quelque peu impressionné par lui. Je le suis. Je pense que je suis vraiment impressionné quand on pense à la façon dont ils ont transformé, d'un point de vue conventionnel, ce petit État en quelque chose de plus grand que nature. Vous savez, le centre ou le hub de ce vaste réseau qui dicte en grande partie les règles, du moins au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique. Oui, c'est impressionnant. Je ne pense pas qu'aucun autre État arabe ait accompli cela. Évidemment, la richesse financière est importante, mais d'autres possèdent aussi cette richesse. Je pense qu'ils ont trouvé un moyen de transformer leur richesse financière en pouvoir. C'est justement cela la stratégie. Il s'agit de générer de l'influence, mais c'est très machiavélique. C'est très, vous savez, c'est très transactionnel. Aucune valeur, ce n'est absolument pas basé sur des principes. Tout tourne autour de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt. Et donc, vous savez, quelqu'un comme Mohammed Zayed considère le Soudan uniquement sous l'angle de la manière d'en extraire un bénéfice pour lui-même et pour Abu Dhabi. Ainsi, la décision qu'il doit prendre est de savoir si l'intérêt qu'il tire du soutien au RSF en ayant le contrôle des 4 corridors commerciaux stratégiquement pertinents et l'accès aux ressources, est-ce que cela en vaut la peine? Le coût en termes de réputation, le coût d'une diaspora soudanaise mobilisée également. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au Royaume-Uni en particulier, il y a beaucoup de Soudanais qui vivent ici et qui sont très concernés par ce qui se passe là-bas. Ils ne soutiennent peut-être pas le SAF, mais ils ne soutiennent certainement pas le RSF. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Cela influence le récit dans les médias traditionnels, même si je pense qu'il faudrait faire plus et qu'il reste beaucoup à faire à ce sujet. Oui. Mais c'est désormais un problème qu'ils ne peuvent plus ignorer. Les États-Unis en parlent, les Européens en parlent. Mais jusqu'à présent, aucune des puissances européennes, ni les États-Unis, n'ont réellement pointé du doigt les Émirats arabes unis de manière ouverte, malgré le fait que les preuves existent, malgré le fait qu'ils disent savoir qui en est responsable, mais qu'ils ne veulent toujours pas les dénoncer. Je pense que le Royaume-Uni a été le seul à les avoir dénoncés en 2024. Je crois que l'année dernière, cela a provoqué un énorme tumulte et une querelle, et vous savez, en quelque sorte, pas mal de conflits et de tensions entre Londres et Abu Dhabi. Mais pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'en fin de compte, les Émirats arabes unis sont un acteur très puissant. C'est un acteur qui réalise des investissements stratégiques dans ce pays, un pays qui détient un certain contrôle sur nos centres logistiques, par exemple à travers DP World, lorsqu'ils investissent ici. Donc ils sont un acteur très puissant. Et le Royaume-Uni est désormais, à bien des égards, un État mendiant. Je veux dire, nous avons besoin d'investissements en ce moment. Nous,
Les mendiants ne peuvent pas faire la fine bouche et vous ne voulez pas vous mettre à dos un investisseur potentiel majeur dans votre pays. C'est de la réelle politique, si vous voulez. Il en va de même pour d'autres pays européens. Le seul pays qui peut faire la différence, c'est Donald Trump, c'est-à-dire les États-Unis. Et eux-mêmes, pour l'instant, se retiennent parce qu'ils espèrent que les Émirats arabes unis pourront leur offrir un accord. N'est-ce pas? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que il y a maintenant une certaine adéquation et qualité dans le Quad. Il y a une conversation en cours à propos du Soudan. Je pense qu'elle a récemment échoué parce que les Émirats arabes unis n'étaient pas satisfaits de la position de l'Égypte sur le Soudan en particulier. Donald Trump a nommé un envoyé spécial pour le Soudan. Donc il y a un certain mouvement, un mouvement diplomatique, alors que sous l'administration Biden, je n'ai pas vu beaucoup de mouvements du tout. Donc il se passe quelque chose ici. Je veux dire, est-ce que c'est significatif? Penses-tu que cela portera finalement ses fruits? Ou, je veux dire, pourquoi l'administration Trump semble-t-elle au moins agir dans ce dossier? Non, pour Trump, tout tourne autour de lui. Tu sais, il veut des gros titres pour lui-même, des gros titres positifs. Son administration ne s'appuie pas sur l'infrastructure formelle du gouvernement américain, le département d'État ou le département de la Défense. Ils essaient de faire les choses à leur manière, à travers leur propre réseau privé, par le biais de contacts et d'intermédiaires. Et de toute façon, ils ont délégué la plupart de la diplomatie régionale aux pays du Golfe. Je veux dire à l'Arabie Saoudite, au Qatar et dans le cas du Soudan, aux Émirats arabes unis. Parce que nous avons fait pression sur lui en disant, écoute, nous pouvons vous aider à mettre fin à cela et c'est vous qui brillerez parce que vous en tirerez le crédit. Vous pourrez revendiquer la fin de, je ne sais pas, votre 12e ou 13e guerre, ce qui vous sera bénéfique. Et évidemment, les atrocités ont été très bien documentées et personne ne peut l'ignorer. Trump ne peut pas l'ignorer. Trump a été très clair à ce sujet lors de la visite de Mohammed Ben Salman à Washington cette semaine où il a dit « Je veux que cela cesse ». Et les Saoudiens ont exercé pas mal de pression sur l'administration Trump en disant « Vous devez faire cesser cela et vous devez aussi demander des comptes aux Émiratis ». Donc Trump est sous pression pour agir, mais les Émirats disent « Attendez un instant, il va falloir qu'on consolide un peu le pouvoir, qu'on fasse un peu de travail en coulisses et ensuite, quand tout le monde sera autour de la table, nous allons résoudre cela pour vous ». La relation entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, parce qu'idéologiquement, ils sont du même côté ici. On pourrait imaginer que les Saoudiens, ce que vous avez souligné à propos de la position des Émirats sur le pouvoir civil, les Saoudiens sont tout à fait d'accord sur ce point. Pourquoi y a-t-il une rupture à ce sujet lorsqu'il s'agit du Soudan? Les Saoudiens sont beaucoup plus averses au risque que les Émiratis. Je pense que les Saoudiens sont aussi beaucoup moins innovants dans leur art de gouverner. Ils sont très traditionnels dans leur manière de faire les choses. Ils auraient été très satisfaits d'une dictature militaire où le RSF et le SAF travaillent ensemble, car à cette époque, de 2019 à 2023, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite étaient assez alignés sur ce point. Mais maintenant, il semble que, et c'est très similaire au Yémen, qui est un autre point de friction dans les relations entre l'Arabie saoudite et les Émirats, où cela commence comme un projet commun entre l'Arabie saoudite et les Émirats, puis les Émirats commencent à se désolidariser des Saoudiens et à agir de leur propre chef, à leurs propres dépens. Je pense que la différence ici, c'est que les Saoudiens veulent généralement une certaine forme de stabilité. Appelons cela une stabilité autoritaire, mais ils croient en la stabilité, oui, et ils ne veulent pas la guerre pour la guerre. Les Émiratis, eux, sont tout à fait prêts à casser des œufs pour faire une omelette, ce qui n'est pas l'approche saoudienne. Les Saoudiens sont donc très averses au risque à cet égard. Ils ont besoin de croître, de se développer sur le plan national. Ils ne peuvent pas se permettre un autre conflit. Les Saoudiens sont en ce moment extrêmement réticents à tout conflit, et c'est pourquoi, du moins pour l'instant, ils restent prudents. Moi, j'ai aussi eu une courbe d'apprentissage, surtout en considérant d'où ils venaient après avoir, vous savez, appelé à l'assassinat et au meurtre de Khashoggi et, vous savez, toute la répression intérieure. Je ne dis pas que cela s'est complètement arrêté, mais il y a eu une certaine courbe d'apprentissage, du moins en matière de politique étrangère et de sécurité, où il a dit « Ok, le Yémen, nous avons compris la leçon. Nous n'avons pas réussi à gagner. La diplomatie est la seule voie possible. Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde, même avec les Houthis, pour parvenir à une sorte de solution, ce qui est pragmatique. » Donc il y a eu un revirement total à cet égard, au moins. Ce type de pragmatisme signifie aussi qu'ils sont prêts à dialoguer avec différents acteurs non étatiques. Et les Émiratis ne sont pas comme ça. Comme je l'ai dit, les Émiratis ne se sont jamais retirés.
Je veux dire que ce soit en Libye, où ils n'ont pas réussi à prendre la capitale, que ce soit au Yémen, où ils n'ont pas réussi à s'emparer de Sanaa, ou que ce soit au Soudan, où ils ne pourront pas prendre Khartoum ni le reste du Soudan. Ils sont tout à fait satisfaits de ces petites enclaves qu'ils se taillent pour eux-mêmes, que personne ne peut saisir et qu'ils peuvent défendre, et ils utilisent cela comme monnaie d'échange. Ce n'est pas la manière saoudienne, ce n'est pas la manière du Golfe. Les pays du Golfe veulent, vous savez, maintenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de ces États, et c'est là que naît la friction, en particulier lorsque ce que font les Émirats se fait au détriment de la position saoudienne. Ainsi, au Soudan, cela se fait clairement au détriment d'un Soudan uni et stable, et au Yémen, cela se fait au détriment des intérêts saoudiens, car ce sont les Saoudiens qui restent empêtrés dans le conflit au nord contre les Houthis, tandis que les Émiratis se taillent leur propre petite sphère d'influence au sud sans réellement soutenir les Saoudiens. Et donc, ce qui est intéressant maintenant au Soudan, c'est que ces dernières semaines, nous avons vu de nombreuses influences des discours saoudiens devenir très, très ouvertement critiques envers les Émirats arabes unis, allant même jusqu'à attaquer directement et à interpeller les Émiratis. Cela montre évidemment que c'est le gouvernement qui parraine, soutient ou autorise, si vous voulez, mais cela montre clairement la position des Saoudiens à ce sujet. Ils sont absolument mécontents. Ne penses-tu pas que les Émirats arabes unis surestiment au Soudan? Je veux dire, Rien que la quantité de colère qui a été générée à travers le monde. Je veux dire, cela pourrait potentiellement avoir un effet négatif sur, tu sais, les investissements entrants ou peut-être sur le tourisme. Est-ce que, tu sais, les Émirats arabes unis en sont-ils conscients ou s'en préoccupent-ils ou tu ne penses pas que ce soit vraiment le cas? je pense qu'ils en sont plus conscients. Et le fait que nous ayons vu Gargash, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, il a fait une déclaration en disant que nous faisons tous des erreurs et que c'est déjà arrivé. C'était presque un aveu très rare de la part des Émirats, de dire peut-être que nous nous sommes trompés, ce que nous avions rarement entendu auparavant. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont changé leur politique, mais il semble qu'il y ait au moins un petit aveu. Je pense qu'ils sont conscients des coûts en termes de réputation. Ils pourraient être satisfaits, ils pourraient être prêts à supporter la pression et la résistance auxquelles ils font face en Europe, parce qu'ils considèrent l'Europe comme leur égale, voire comme inférieure. Si cette critique, comme cette pression venait des États-Unis, je pense qu'ils changeraient. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Je ne crois pas qu'il y ait eu de pression sur les investissements aux Émirats arabes unis, ni de pression sur le tourisme aux Émirats arabes unis. La plupart des gens sont de toute façon très apolitiques. Oui, bien. Et je pense qu'ils ressentent... Je vois beaucoup de similitudes avec la position israélienne également. C'est vrai. Les Israéliens ont appris à supporter une pression et une résistance constante. Et vous savez, malgré le fait que les preuves montrent que les Israéliens commettent des atrocités, ils disent non, cela n'arrive pas. Et vous savez, c'est toujours... Enfin, Israël reste au final, c'est toujours un État paria aux yeux de la plupart des gens, mais il y a encore assez de personnes qui disent d'accord, oui, il se peut que ce soit un État paria, mais nous sommes heureux de les soutenir. Donc les Émiratis pensent, je crois qu'ils surestiment l'influence qu'ils ont. Je pense qu'Israël est dans une situation différente, étant donné qu'ils font cela depuis 40 ans. Ils ont construit leur réseau sur 40 ans. Les Émiratis, eux, ne le font vraiment que depuis même pas 20 ans. Mais je pense qu'ils se disent simplement, nous pouvons maintenir cela pendant une période indéfinie. Oui, nous en avons parlé brièvement lors de la dernière émission de la relation entre les Émirats arabes unis et Israël. Comment cette relation a-t-elle évolué au cours des dernières années de génocide? Comment évalues-tu cette relation telle qu'elle existe actuellement? Peu de cette relation reste, honnêtement. Au départ, les accords d'Abraham, les Émiratis s'y sont engagés pour une carte de sortie de prison des États-Unis. Ils utilisent les accords d'Abraham et ce fut un succès. Jamais il ne fut question de Palestine ou même d'Israël. Ce n'est pas comme si les Émiratis disaient « Oh, nous aimons les Israéliens ». C'était un moyen d'obtenir de l'influence en Occident et dans les réseaux pro-israéliens. À cet égard, je pense que cela a porté ses fruits et continue d'en porter. C'est pourquoi ils ne mettront jamais cela en danger ou le remettront en question. Bien qu'il l'ait utilisé publiquement, du moins en disant que si l'annexion de la Cisjordanie, l'annexion formelle, il faut le préciser car l'annexion informelle est en cours actuellement, mais que l'annexion formelle serait une ligne rouge que nous ne tolérerions pas. Donc c'était, et cela est arrivé vers la fin je ne sais pas si nous sommes à la fin de la guerre, mais en tout cas juste avant que nous ayons cette percée diplomatique à Gaza. Ils ont dit, nous avons posé cela comme condition. Ils subissent une pression immense sur le plan intérieur.
Je pense que surtout les habitants des Émirats du Nord et aussi de Dubaï sont très publics, très vocaux à propos de ce que font les Israéliens. Ils n'ont jamais utilisé cela pour remettre en question leur propre gouvernement ou remettre en question les Arabes, bien sûr, car cela ne serait pas autorisé dans le cadre du discours de la société civile. Mais ils ont dénoncé les Israéliens, donc Abu Dhabi a dû réagir à cela. Ils ont dû desserrer un peu la soupape pour relâcher une partie de cette pression publique. Et ils sont maintenant assez satisfaits qu'il y ait de moins en moins d'attention publique sur Gaza. Et je pense que c'est vrai. Mais cette relation continue. Mais ce que nous avons constaté depuis le 7 octobre, c'est que les Émiratis ont cessé d'investir davantage d'argent en Israël. Donc les investissements se sont arrêtés. Bien que certains investissements, évidemment très importants, restent dans le pays. Ils n'ont pas fait un demi-tour complet et ils ne le feraient pas. Mais ils ont essentiellement gelé la relation là où elle en était. Et pourquoi cela? Je veux dire, quel est le... Parce que, bien sûr, vous savez, quand on regarde, encore une fois, ce ne sont que des anecdotes, mais des vidéos de personnes portant, vous savez, des t-shirts Palestine à l'aéroport, sont priés de se couvrir, ou quelqu'un portant une kéfieh, on lui dit, vous savez, il est arrêté, ou vous savez, on lui demande de ne pas afficher un signe aussi évident de soutien à la Palestine. Il y a un sentiment ouvertement anti-palestinien qui émane au moins des autorités. Alors expliquez, vous savez qu'avec le gel Vous savez, l'anti-palestinisme, c'est assez... ce qui ressort clairement de beaucoup de fuites de câbles diplomatiques américains, en quelque sorte. Oui. MBZ a toujours, vous savez, parlé de la question palestinienne de manière désobligeante. Il n'est pas un grand fan, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, les Émiratis se rangent généralement du côté des Palestiniens. Avec les Israéliens, oui, à part quelques influenceurs qui sont payés pour devenir sionistes, je veux dire, il y a 2 ou 3 comptes, en quelque sorte, qui sont allés en Israël et qui sont soudainement devenus des promoteurs d'Israël. Mais à part ça, tu sais, en dehors de ce nombre, les artistes ne sont pas pro-israéliens. C'est vrai. Ils se rangent généralement du côté des Palestiniens et de leurs alliés, et c'est là que réside le problème, car les Émiratis ont tellement peur d'une mobilisation politique intérieure que quelqu'un qui entre dans leur pays avec un badge pro-Palestine, un kéfieh ou un drapeau, est potentiellement en train de rallier du soutien autour d'une cause que le gouvernement ne contrôle pas, et c'est une cause qui pourrait potentiellement aller à l'encontre de la politique gouvernementale. En ce qui concerne les accords arabes, je pense que c'est cette obsession autour de la cause palestinienne perçue comme un outil de mobilisation qui pourrait être utilisé contre le régime. Je ne pense pas que ce serait le cas, mais ils y voient une menace potentielle contre le régime, ce qui signifie qu'ils doivent la réprimer dès qu'elle commence ou qu'elle apparaisse. Et pourquoi les Émirats arabes unis sont-ils si obsédés par les organisations de la société civile en Occident? Vous savez, aux États-Unis, on entend aujourd'hui de très fortes voix s'élever pour interdire les frères musulmans et des organisations comme ICANA et CAIR. Et vous savez, ce sont des organisations islamiques très basiques qui œuvrent au sein de la communauté et font du travail caritatif. Je crois qu'il y a eu un sondage récemment publié en France qui semblait indiquer cela. Une grande partie de la société civile musulmane était composée de partisans des frères musulmans. Le sondage était soutenu et financé par les Émirats arabes unis et vous savez, et en Grande-Bretagne, bien sûr, il y a un lobbying intense, vous savez, au sein de l'establishment politique britannique contre certaines organisations ici, qu'ils relient et prétendent être trop liés aux frères musulmans. Et bien sûr, ce n'est qu'une affirmation destinée à essayer de se concilier les faveurs de ces capitales. Que se passe-t-il là-bas? Qu'est-ce qui, chez les musulmans occidentaux, dérange vraiment, selon vous? Ce n'est pas seulement les musulmans occidentaux. Alors, si vous avez peur de la société civile en général, alors toute société civile est une menace potentielle pour votre régime. Toute société civile qui s'engage dans l'espace social et politique. Les Émiratis sont tout à fait satisfaits que les gens puissent discuter de sport, de divertissement et d'autres choses qui se situent en dehors du domaine politique. Ils ne constituent pas une menace pour le régime. Que vous abordiez des questions de société ou des questions politiques, que vous utilisiez ou non l'islam à cette fin, cela n'a pas vraiment d'importance pour eux, mais c'est un domaine que l'État doit contrôler, qu'Abu Dhabi doit contrôler. La mosquée est un outil de mobilisation que personne ne peut contrôler et c'est pourquoi depuis au moins 2010-2011, la mosquée a toujours représenté pour les Émiratis une menace majeure, car c'est là que le printemps arabe a commencé, c'est là que les protestations ont débuté, donc il faut réprimer cela. Les frères musulmans sont devenus une sorte de terme fourre-tout pour essentiellement
Ternir la réputation de chaque groupe musulman de la société civile, qu'il s'agisse d'associations caritatives ou d'éducation, pour dire « ces gens-là, frères musulmans, égale terrorisme ». C'est un raccourci grossier. Je pense qu'en 2014, ils ont plutôt bien réussi à injecter ce discours dans le débat sur la lutte contre l'extrémisme violent dans ce pays, dans le cadre de la lutte civile contre l'extrémisme violent, mais je pense que cela a fait son temps. La plupart des gens n'y réagissent plus, aussi parce que les Israéliens ont utilisé le même cliché des frères musulmans contre la société civile musulmane. Ils considèrent la société civile musulmane comme une menace au même titre, donc ils l'ont utilisé, en ont abusé, surtout lorsqu'ils disaient « vous êtes le Hamas et cette personne est le Hamas. Nous sommes tous le Hamas. Ils sont tous le Hamas. » Les Émirats sont un peu comme ça aussi. C'en est presque devenu une blague maintenant, où tout le monde est soudainement un frère musulman. Je veux dire, il y a eu ce scandale en 2023 où les Émirats auraient payé une société quelque part en Suisse ou ailleurs pour ternir la réputation de journalistes, d'universitaires et de leaders de la société civile en les présentant comme des frères musulmans. Et beaucoup d'entre eux n'étaient même pas musulmans, vous savez, et avaient un mode de vie qui n'était certainement pas en accord avec la partie la plus conservatrice des frères musulmans. Donc cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Les frères musulmans sont une organisation qui existait en Égypte en tant que frères musulmans. Et quand vous leur en parlez, parce que j'avancerai que les frères musulmans en Égypte ont été affaiblis, ils n'existent plus. Ce n'est plus une menace pour le régime. Il existe des réseaux de personnes qui pourraient être intellectuellement affiliées aux frères musulmans. Ils pourraient exister n'importe où, mais est-ce que cela fait d'eux des frères musulmans? Et pourquoi est-ce même un problème? Le récit que tiennent les Émiratis, c'est qu'ils utilisent cet unique aspect des frères musulmans, à savoir Ils ignorent complètement Hassan al-Banna et toute cette dimension de la dawa des frères musulmans pour aller directement vers l'approche takfiriste que Qutba avait préconisée. Donc en gros, ils disent que Qutba était un terroriste. Tous les djihadistes remontent à Qutba. Donc Qutba était un frère musulman. Donc en gros, les frères musulmans sont liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. C'est une division intellectuelle assez marquée qu'ils opèrent là, qui est assez vague et qui a été réfutée par des universitaires, des théoriciens et des savants islamiques. Et donc, ils prêchent cela dans leur propre chambre d'écho. Les réseaux israéliens sont ravis de s'en emparer car cela sert aussi leur récit. Mais cela ne rencontre pas vraiment beaucoup d'écho. Lors de notre conversation sur l'inélasticité, nous avons évoqué très brièvement encore la manière dont Abu Dhabi instrumentalise la religion. Ce n'est pas simplement une position anti-religieuse. Il y a une instrumentalisation en particulier du soufisme. Et beaucoup de personnes dans les commentaires ont dit « Eh bien, où est la preuve de cela ?» Où sont les preuves de cela? Et moi, je ne sais pas. Si vous avez, vous ne souhaitez peut-être pas commenter des personnes en particulier, mais Abdullah bin Bayer est quelqu'un que j'ai au moins rencontré, qui dirige, ou du moins est vraiment à l'avant-garde de cette idée selon laquelle Abu Dhabi et les Émirats arabes unis seraient un bastion de la tolérance et de la paix à travers le monde. Pouvez-vous en parler? À quel point ces acteurs sont-ils utiles, selon vous, pour blanchir, je suppose? Vous savez, les atrocités commises par les Émirats arabes unis à l'étranger. Donc, si vous regardez le conseil de la fatwa aux Émirats arabes unis et les personnes qui s'y trouvent, ils propagent généralement un islam quiétiste. Quiétiste dans le sens où ils disent, vous savez, laissez le dirigeant s'occuper de la politique et des affaires de la société. Nous ne parlons que des affaires religieuses et de la théologie qui sont séparées de l'État. Cette séparation claire. L'idée du wali al-amr, je crois que nous en avons parlé la dernière fois. C'est un outil puissant car on peut essentiellement dire aux gens de rester en dehors de la politique puisque l'on peut être un très bon musulman sans parler de politique ni de questions sociétales. Et nous vous donnons ce genre de légitimité religieuse et théologique pour le faire. Et c'est un outil pour démobiliser la société civile et aussi légitimer la répression de la société civile. Et d'ailleurs, pas seulement la société civile musulmane, mais toute forme de société civile. Et c'est un outil très puissant. Et vous savez, je ne pense pas que les soufis en tant que tels, évidemment, veuillent être instrumentalisés de cette manière. Mais le soufisme a été instrumentalisé par les Émiratis pour créer ce récit de résistance. Et de plus, je ne sais pas si nous en avons parlé la dernière fois, mais ce qui est encore plus problématique, c'est le madhab madkhalite. Donc, les madkhalis, vous savez, apparaissent, et ce n'est même pas un madhab.
C'est une sorte de toute petite école originaire d'Arabie Saoudite et ils sont des soufis quiétistes extrêmement radicaux où ils disent, vous savez, en fait, nous devons suivre aveuglément le seigneur du pays, qui qu'il soit, que ce soit le régime en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, Khalifa Haftar en Libye ou autre, et en suivant aveuglément, vous créez essentiellement un groupe de musulmans dévoués qui suivent le dirigeant aveuglément jusque sur le champ de bataille, même lorsque le dirigeant musulman commet des atrocités et va à l'encontre de toute valeur islamique. Et ils sont fondamentalistes à cet égard. Et la raison pour laquelle ils sont devenus si présents, c'est qu'ils sont apparus en Libye, en particulier dans l'environnement post-révolutionnaire, dans l'est de la Libye. Certains d'entre eux sont devenus, si l'on peut dire, la garde prétorienne de Khalifa Haftar. Et ils ont essentiellement dit, d'accord, tu es islamiste, tu es musulman, tu cherches une mobilisation musulmane pour donner un sens aux atrocités politiques ou sociopolitiques qui t'entourent. Nous allons te fournir un excellent récit pour cela. Et voici ton récit. Tu peux te mobiliser en tant que musulman, mais tu le fais poliment en suivant le seigneur du pays, qui dans ton cas est Khalifa Haftar. Ainsi, c'est devenu un outil pour légitimer et permettre la répression et pour permettre à ces sortes d'hommes forts politico-militaires d'exister. Une dernière question pour vous, Andreas Krieg. Je veux dire, avez-vous le sentiment que vous parlez très ouvertement contre les Émiratis et ce qu'ils font dans ces endroits? Lors de notre dernière conversation, vous avez parlé de l'axe des sécessionnistes et de ce réseau qu'ils ont créé à travers le monde. Je veux dire, avez-vous subi des pressions de la part des Émirats? Ressentez-vous, est-ce qu'il y a une pression sur vous pour avoir soulevé ces questions? Évidemment, je suis tout à fait disposé à être remis en question à ce sujet, surtout, vous savez, sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous recevez des commentaires. Vous savez, la plupart du temps, ce sont des sortes de bots et de trolls pro-régime qui n'ont pas vraiment de munitions analytiques pour contrer tout cela. Ce qui est fascinant, il ne s'agit pas de ternir l'image des Émiratis. Je veux dire, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont ils l'ont fait. C'est vraiment fascinant en tant qu'étude de cas et en tant que chercheur qui s'intéresse aux relations internationales, à l'art de gouverner et à la stratégie. C'est une étude de cas extrêmement puissante et intéressante. La question est, et ce que je comprends aussi ici, c'est pourquoi les Émiratis le font. Et cela sert leurs intérêts nationaux. Je pense que tout gouvernement devrait défendre ses intérêts nationaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les Émiratis continuent, même lorsqu'il y a une résistance, qu'ils n'ont pas cette flexibilité, ce pragmatisme pour ajuster leur trajectoire lorsqu'ils voient qu'ils se sont trompés et pour admettre qu'ils se sont trompés. Comme je l'ai dit, on pourrait dire que les Qataris ont aussi eu ce genre d'épiphanie pendant le printemps arabe. Ils soutenaient une variété d'acteurs non étatiques différents. Ils se sont rendus compte que cela n'aboutissait à rien. Ils ont fait marche arrière. Ils ont même changé de gouvernement et vous savez, un nouvel émir est arrivé. Nouvelle page, ils ont tiré les leçons de leurs erreurs et sont passés à autre chose. Les Saoudiens, comme je l'ai dit, ont aussi tiré les leçons du Yémen, réalisant que cela n'aboutissait à rien. MBS a, je pense, tiré certaines leçons de ce qui s'est passé, de l'assassinat de Khashoggi et de ses conséquences. Et là encore, il a ajusté sa trajectoire. Quant aux Émiratis, ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais ajusté leur trajectoire parce qu'ils pensent pouvoir la maintenir. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'agit d'un pays qui a développé une puissance et une influence immense dans le monde. Pourquoi n'utilisent-ils pas cela pour quelque chose de positif? Pourquoi n'utilisent-ils pas leur rôle indispensable en Libye, au Yémen, au Soudan, en Somalie, pour réellement œuvrer de manière constructive à une solution qui fonctionne pour tout le monde? Pour les populations locales, c'est le plus important, évidemment. Mais aussi obtenir le soutien de la communauté internationale et ne pas toujours se braquer lorsqu'on vous interpelle. Et évidemment, cette tendance à l'attaque, surtout quand les gens sont attaqués, on vous traite de frères musulmans parce que vous dites ceci, ou on dit que vous êtes financé par tel ou tel pays parce que vous nous critiquez, au lieu d'avoir la maturité d'engager un vrai débat, car je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Et les Émiratis peuvent être fiers de leur leadership à certains égards, en ce qui concerne ce qu'ils ont accompli et la manière dont ils génèrent du pouvoir et de l'influence. Mais ils doivent aussi être conscients de là où ils se sont trompés. Et le problème, c'est qu'une grande partie du monde académique a trop peur, parce que les Émirats sont extrêmement coercitifs à cet égard, n'est-ce pas? Ils utilisent toutes sortes de moyens, vous savez, pour faire pression sur vous, sur l'institution, et aussi dans l'espace public. Là où, vous savez, je pense qu'une fois que cette pression devient trop forte, beaucoup de gens reculent et se disent « qu'est-ce que j'y gagne ?»
J'observe les Émirats arabes unis depuis maintenant plus de 10 ans et vous savez, c'est un cas d'étude fascinant et je vais continuer à m'y intéresser. Mais malheureusement, beaucoup de chercheurs qui s'intéressaient aux Émirats s'en sont éloignés parce qu'ils ont trop peur de dire quelque chose de mal. Donc, ils s'intéressent aux aspects flous. Vous savez, à certains éléments de ce que font les Émirats arabes unis sans vraiment examiner leurs réflexions intellectuelles et philosophiques, mais sans non plus regarder comment ils s'y prennent. Et c'est, je pense, l'aspect que la plupart des gens évitent, parce que dans le domaine formel, les Émirats arabes unis, comme je l'ai dit, utilisent leurs organisations officielles généralement à de bonnes fins, la plupart du temps. Mais ce sont les réseaux informels, sous la table, qui émergent de plus en plus et qui doivent également être étudiés. C'était Anne Graes Grieg. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci d'inviter.